Écoutez, je ne voudrais pas être pessimiste, mais j'ai quand même du mal à croire que la crise financière n'aura pas ses propres retombées sur le secteur agricole, parce que la question, notamment pour les pays en développement, vient d'être évoquée par Hervé Guillaumard, c'est la question des investissements. Et qu'on le veuille ou non, à partir du moment où il y a une croissance un peu en berne, ça remet en cause des capacités de soutien à l'investissement. Et les milliards, parce qu'on parle avec des sommes astronomiques, on a du mal même à se rendre compte de tout ce que cela peut représenter, toutes ces garanties apportées par les États, et on parle de réunion mondiale, pour survenir à cette crise financière, tous ces milliards engagés, ce sont quand même si tout ne sera pas dépensé, bien entendu, on parle de garantie et pas de dépenses, il n'empêche que ça touchera quelque part les investissements que pourraient soutenir les mêmes pays développés, notamment eu égard aux pays émergents et aux pays développement. Donc j'ai du mal à croire qu'il n'y aura pas des conséquences. On en aura même chez nous. On en aura même chez nous parce que le tissu de PME qui irrigue notre pays et qui relaie finalement la production de nos exploitations sur les marchés agricoles, eh bien tout simplement, elles-mêmes, certaines en tout cas, sont déjà plus ou moins en difficulté pour obtenir les prêts bancaires dont elles ont besoin. Donc il y a un effet domino, j'espère qu'il sera le moins important possible, mais il y aura malgré tout quelques conséquences. Il faut que rapidement la confiance regagne un peu les esprits de tous pour que justement il y ait des effets négatifs les moins importants possibles. Alors, Marianne Fischer-Boel n'est plus parmi nous, mais vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question. Philippe Rouault, il faut que l'Europe ouvre encore plus ses marchés aux pays en voie de développement, ces marchés agricoles. Ils sont déjà ouverts aux pays en voie de développement. L'Union européenne est à peu près en équilibre entre ce qu'elle exporte et ce qu'elle importe, à quelques milliards près. Et donc, nous ne participons pas aux grands déséquilibres alimentaires mondiaux. Et cette crise financière est également un signal vers les organisations bancaires en leur disant « investissez dans l'économie réelle ». L'industrie agroalimentaire est la première industrie ici en France. 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 415 000 salariés. Ouais. Et nous avons besoin d'investissements, à la fois en France, à la fois dans des pays étrangers. Même s'ils ne dégagent pas beaucoup de valeur ajoutée, il y a toujours, normalement, des résultats à la fin de l'année, puisque nous avons besoin de nous nourrir tous les jours. Je crois que l'industrie agroalimentaire est peut-être la seule industrie qui soit éternelle et universelle. Éternelle parce que liée on a toujours besoin de manger tous les jours, ça c'est clair. À l'humanité, et universelle parce que sur l'ensemble des continents. Alors comment aider concrètement les pays en voie de développement à accéder à une souveraineté alimentaire ? Il y a des expériences intéressantes qui réussissent. Regardez l'évolution au Sénégal. En quelques années, la production au Sénégal a augmenté de manière significative, même si le Sénégal n'est pas complètement autosuffisant. Ça passe tout d'abord par une stabilité politique et puis effectivement par des investissements au niveau des investissements étrangers dans ces pays. D'accord. Il faudrait être plus direct que ça, mon cher délégué aux affaires interministérielles. Concret, vous voulez dire ? Ben oui, parce que moi je suis très clair. Ça passe par une non-libéralisation de tout le commerce agricole à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce. Parce que si on continue d'emboîter le pas dans lequel on a voulu nous entraîner, de dire le marché, tout le marché, on libéralise tout, on ne sauvera pas comme ça les pays émergents et les pays en développement. Je crois que l'Inde a un excellent réflexe. Elle sait pertinemment qu'elle, si elle ouvre totalement ses frontières, on va détruire son agriculture. Je plaide plutôt pour qu'il y ait une vraie réflexion et un marché qu'on appréhende par grandes régions du monde. Là, on saura sauvegarder et développer les agricultures partout à travers le monde. Mais nous sommes d'accord. Je crois que le modèle que nous avons au niveau de l'Union européenne, il faudrait pouvoir le développer au niveau de grandes régions. Donc vous êtes d'accord, mais moi ça ne me satisfait pas. Je voudrais savoir concrètement comment on va aider telle ou telle région. Quels sont les résultats des recherches et des innovations qui seront applicables en Afrique, par exemple, dans certains pays d'Afrique. J'ai déjà répondu tout à l'heure. Le premier point que je voulais dire, c'est que
il faut, enfin, je pense qu'un bon exemple de la prise en compte de la situation alimentaire mondiale, bien votre micro près de votre de la bouche, on vous situation entend mal. alimentaire mondiale, serait que lorsque les chefs d'État se réunissent pour régler ou pour, disons, s'occuper de la crise financière, s'occupent simultanément les mêmes jours du problème alimentaire au niveau du monde. Le deuxième point sur lequel je voudrais dire, c'est l'histoire de la souveraineté alimentaire. Il faut faire attention quand même à, par exemple, certaines zones qui seront dans l'incapacité de produire à cause de leur climat, de leur sol, etc. Je vais prendre l'Afrique du Nord comme exemple. Et par exemple, à l'INRA, nous avons, avec le CIRAD, mené une prospective qui analyse... C'est quoi le CIRAD en 2 mots? Le CIRAD, c'est notre homologue, mais institut aussi de recherche agronomique, mais plus sur les pays tropicaux. Donc c'est l'homologue de l'INRA qui, lui, se situe sur les agricultures tempérées, si vous voulez. Donc pour vous aller plus travaillez vite. ensemble, INRA et CIRAD? Nous travaillons en même temps, donc, et nous avons mené un exercice d'analyse de peut-on nourrir la planète à l'horizon 2050. Et un des résultats, enfin, si je cite 2 résultats, ou 3, le premier c'est que c'est oui, à condition d'augmenter la production, à condition simultanément de jouer sur la réduction des déchets, qui est en fait de réduire les déchets à la fête du champ jusqu'à l'assiette du consommateur. Mais le troisième, c'est de dire qu'il y a des zones qui auront toujours besoin d'importation pour se nourrir, étant donné la croissance démographique anticipée dans ces zones et le potentiel agricole beaucoup plus faible que chez nous. Ouais, parce qu'il y a un point dont nous n'avions pas parlé encore depuis le début du débat, c'est le développement durable, et ça c'est essentiel. Donc du coup, dans ces pays-là, faut leur donner de l'eau, faut leur donner des engrais, faut leur donner des semences qui soient adaptées au risque de sécheresse, qui soient adaptées au manque d'eau, qui puissent utiliser l'eau salée, etc. Donc il y a différentes solutions. Il faut aussi que tout ça se place dans un marché plus stabilisé, mais qui permette une augmentation des échanges pour que ces zones-là puissent se nourrir. Jean-Michel Lemétayer. Hervé Guillaumard vient de souligner un point qu'effectivement nous n'avons pas évoqué, c'est que l'agriculture, c'est du vivant. C'est le sol.